Connecter des personnes sans espace à des espaces sans personnes. Peut-être que vous pensiez que j'allais vous parler d'intelligence artificielle ou de numérique, et non, je vais vous parler d'immobilier et d'urbanisme. Je me présente, Marie-Josée Béancourt, je suis une professionnelle de l'urbanisme et de l'immobilier qui a une petite préférence pour les approches innovantes et alternatives de faire la ville. Connecter des personnes sans espace à des espaces sans personnes, qu'est-ce que c'est concrètement? On parle d'occupation ou d'urbanisme transitoire. Qu'est-ce que l'occupation ou l'urbanisme transitoire? En fait, c'est le fait de miser sur l'état de vacances pour pouvoir occuper ces pieds carrés sous-utilisés, parfois pour le bénéfice de la collectivité, des organismes communautaires, culturels ou des entreprises. Puis en fait, avant d'entrer dans le vif du sujet de cette idée de connexion des personnes sans espace à des espaces sans personnes, je voulais quand même vous présenter certains enjeux de la ville, du développement de la ville, qui sont associés au cadre bâti existant, parfois vacant ou sous-utilisé. Donc, un des enjeux principaux qu'on peut observer dans les développements des villes à travers le monde, c'est la destruction de notre patrimoine bâti. Ça peut être parfois des incendies, parfois du vandalisme, parfois un toit qui coule. Donc, il y a souvent des impacts qui sont associés à cette vacance immobilière. Un autre impact ou enjeu négatif de la vacance immobilière, par exemple, là, vous voyez une agglomération urbaine avec l'identification de plusieurs lieux vacants, mais en fait, ça a un impact sur les milieux de vie. Je pense que tout le monde a déjà marché sur une artère commerciale, qu'il a déjà observé des graffitis, des vitrines placardées. Donc, ça a quand même un impact sur, par exemple, le sentiment de sécurité et même l'esthétisme de nos quartiers. Donc, ça a quand même cet impact-là également. Un autre impact qui est peut-être moins visible, que je suis très heureuse de vous partager aujourd'hui, c'est que plusieurs bâtiments, que ce soit publics ou privés, sont souvent vides ou sous-utilisés, mais ils sont chauffés, éclairés et gardés par des services de gardiennage de sécurité. Donc, on a ces espaces vacants, disponibles, pratiquement accueillants, qui sont inoccupés. Et de l'autre côté, on a des organismes communautaires, des organismes culturels, des entreprises, que ce soit start-up ou bien installées, qui cherchent des pieds carrés vacants dans nos espaces centraux dans les villes. Dernier élément également, c'est que dans ces espaces qui sont sous-utilisées ou vacantes, souvent il y a une planification pour le développement d'un projet plus concret ou un projet pérenne, un projet immobilier qui va occuper la pleine capacité des bâtiments. Et ce qu'on remarque en fait, c'est que dans le milieu de l'immobilier, c'est vraiment un temps long. Ça prend du temps. Ça prend du temps à faire des projets immobiliers. On peut planifier sur 3 ans, on fait une analyse architecturale avec des professionnels, ingénieurs et tout ça. Mais au final, souvent, il va y avoir un 2 ans supplémentaire de délai, un 5 ans, puis parfois même, le projet va tomber à l'eau. Mais durant l'ensemble de ces 10 années, finalement, les pieds carrés étaient disponibles. Dernier élément au niveau des enjeux, ça touche une petite partie de la population, mais c'est la nouvelle arrivée du télétravail. Le télétravail, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure aussi, c'est que en fait, les gens sont plus souvent à la maison, parfois peut-être plus isolés, donc moins dans un milieu ou un espace de travail pour socialiser avec les collègues. C'est aussi moins d'achalandage sur, par exemple, un quartier central où il y a des restaurants, des commerces. Donc ça, c'est un autre impact qui est associé justement à cette vacance immobilière. Donc, le fameux connecter des personnes sans espace à des espaces sans personnes. Maintenant qu'on a une bonne idée des enjeux qui sont associés à la vacance immobilière dans les milieux urbains, donc dans plusieurs villes dans le monde, je voulais quand même dire 2 mots sur la petite histoire ou l'histoire globale ou mondiale de l'urbanisme et de l'occupation transitoire. Oh, pardon. L'urbanisme et l'occupation transitoire, en fait, c'est une pratique professionnelle qui s'est développée de plus en plus, en fait, depuis les années 2010. Donc, on a observé, et surtout en Europe, la montée du développement de ce type de projet, notamment avec la pratique du squat. Donc, c'est occuper de façon illégale un bâtiment vacant. Ça s'est aussi développé avec la mobilisation des organismes communautaires et culturels pour occuper un bâtiment vacant de leur quartier qu'ils trouvaient important. Et cela a aussi été la formalisation d'organisations qui se spécialisent spécifiquement
dans le développement de projets d'urbanisme ou d'occupation transitoire. Et puis là, vous pouvez observer justement des entreprises ou des organisations en Australie, au Canada, aux États-Unis et en Europe qui ont justement cette spécialisation. Puis en fait, c'est sûr que l'occupation et l'urbanisme transitoire, ça s'inscrit, en fait, la différence entre l'occupation simple d'un espace vacant versus l'occupation transitoire et l'urbanisme transitoire, c'est que oui, bien sûr, des bâtiments sont vacants, ils sont loués et occupés, puis même depuis l'ère de la sédentarisation de l'homme, voire la Grèce antique, ces bâtiments ont été réutilisés et requalifiés. Mais ce qui est vraiment intéressant de souligner ici, c'est que dans le contexte actuel de la mondialisation, de la globalisation, dans le contexte de la croissance, de la surcroissance, de ce fameux capitalisme, l'urbanisme et l'occupation transitoire est un peu en réponse à ces courants qui sont très dominants. Donc, c'est un peu à contre-courant de la croissance ou la surcroissance de la construction dans nos villes. L'urbanisme ou l'occupation transitoire, c'est aussi inscrit dans un contexte où, contrairement à la Grèce antique, aujourd'hui, on doit respecter un cadre, donc des règlements d'urbanisme, des lois, le Code national du bâtiment. Ce cadre-là, c'est vraiment bien, mais en même temps, parfois, ça peut bloquer une certaine agilité pour occuper des lieux qui sont très sécuritaires. Autre élément de contexte vraiment important à considérer dans le contexte de l'urbanisme et l'occupation transitoire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les acteurs qui ont la main mise sur le développement de la ville, c'est souvent une petite poignée de promoteurs. J'ai rien contre les promoteurs, mais c'est quand même une petite poignée de promoteurs qui décident ou qui dessinent la ville dans laquelle tout le monde vit actuellement, paie des taxes et est gérée par un gouvernement qui planifie le reste du territoire avec les espaces publics et institutions, mais c'est quand même une force qui gère un peu ce droit à la ville. Donc, l'urbanisme et l'occupation transitoire, c'est un peu aussi en réponse à ce pouvoir de la fabrique de la ville. Donc maintenant, connecter des personnes sans espace à des espaces sans personnes. Ce que j'avais envie de vous présenter pour vous inspirer à agir maintenant, c'est comment cette idée s'est concrétisée spécifiquement au Québec et à Montréal. Dans un premier temps, ça a été l'association de membres fondateurs très créatifs en urbanisme, en design, des professionnels en patrimoine. Ils ont voulu participer à un concours lancé par l'Office de la consultation citoyenne de Montréal. Le concours visait à présenter une idée pour réduire l'impact carbone, peu importe dans quel milieu. Puis c'est ça, l'équipe a proposé cette idée de connecter des personnes sans espace à des espaces sans personnes et ont gagné le premier prix. Par la suite, s'est succédé plusieurs stratégies, parfois des belles opportunités et des heureux hasards, dont l'organisation d'un symposium, un symposium Montréal transitoire, dans lequel l'organisation a collaboré avec la métropole montréalaise pour vulgariser, sensibiliser, faire des ateliers, des conférences sur cette nouvelle forme de développement immobilier, cette nouvelle pratique en architecture. Ça a été une belle occasion aussi parce qu'il y avait beaucoup d'organismes de la société civile qui étaient présents, donc un gros week-end de vulgarisation et de sensibilisation. Par la suite, d'autres stratégies se sont succédées, par exemple la collaboration avec un conseil consultatif de la Ville de Montréal qui portait sur justement l'utilisation des espaces vacants. Et l'apogée des stratégies mises en place a été la collaboration d'un projet pilote avec la Ville de Montréal, notamment le projet Young. Donc, ce projet a été un des premiers projets d'urbanisme ou d'occupation transitoire, ayant vraiment cet objectif de requalifier la vacance. Donc, ce que vous voyez, c'est un bâtiment industriel public qui était vacant. Et puis, durant 24 mois, il y a eu 35 organisations qui ont occupé cet espace. Donc, ça a été vraiment un beau projet pilote en collaboration avec la Maison de l'innovation sociale et la Fondation McConnell, ainsi que la Ville de Montréal. Puis, dans le fond, l'ensemble de ces stratégies ont été déclinées
de plusieurs façons par la suite, notamment par la réalisation d'études, des accompagnements avec d'autres porteurs de projets qui voulaient requalifier l'existant et la réalisation de projets. Ça s'est aussi décliné ou déployé grâce à des collaborations internationales avec d'autres organisations qui font aussi de l'urbanisme ou de l'occupation transitoire, parce que c'est vraiment une pratique spécifique. Travailler avec les bâtiments existants, c'est un défi en soi. D'autres éléments afin de sensibiliser et déployer cette pratique à Montréal et au Québec a été la participation à plusieurs conférences, panels. C'est toujours d'actualité, donc, et aussi des séances d'information, par exemple, avec des citoyens. Actuellement, vous voyez l'église Notre-Dame de Grande-Rivière en Gaspésie, par exemple. C'est aussi la vulgarisation de cette nouvelle pratique professionnelle dans des cours à l'université, par exemple en urbanisme, en architecture, en patrimoine. C'est aussi plusieurs entrevues journalistiques, que ce soit à la radio, à la télé, comme vous pouvez voir, ou dans les journaux. Et puis, des initiatives aussi pour rédiger des lettres ouvertes pour expliciter ce levier de développement qui est très agile et stratégique et dans une perspective de développement durable. Ça a été aussi la rédaction d'articles spécialisés pour des professionnels tels que les professionnels de l'urbanisme, encore une fois, et architecture. Puis, une des stratégies aussi mises en place, ça a été l'invitation des élus dans les projets pour soit lancer les projets, faire un grand lancement ou partager les impacts et les blocages des projets requalifiés. Puis, un élément aussi vraiment important dans la concrétisation de cette idée a été de s'adjoindre ou de bonifier l'équipe avec un conseil d'administration qui était expert justement dans différentes sphères qui touchent à cette pratique de l'urbanisme et de l'occupation transitoire. Donc, connecter des personnes sans espace à des espaces sans personnes. Je vous ai parlé des enjeux, après je vous ai expliqué un peu le déploiement de cette idée. Maintenant, je vais vous présenter, en fait, suite au déploiement de cette idée, il y a quand même eu de nombreux impacts depuis la mise en place ou la création de cette idée, depuis 2016 actuellement. Donc, ce qu'on peut remarquer depuis 2016, en 2016, l'urbanisme et l'occupation transitoire n'existaient pas à Montréal et au Québec. Donc, ce qu'on remarque, c'est plusieurs programmes, plans et politiques maintenant qui mentionnent l'urbanisme ou l'occupation transitoire comme un levier stratégique. C'est une municipalité qui souhaite créer un programme d'urbanisme transitoire. C'est aussi une municipalité qui a nommé un responsable de l'urbanisme transitoire au sein de son institution. C'est aussi à l'échelle du Québec la consolidation d'un réseau de porteurs de projets qui font soit de l'urbanisme transitoire, de l'occupation transitoire, de la revitalisation de l'existant. Pour ceux qui connaissent bien le Québec, on s'entend qu'on a beaucoup d'églises qui ont besoin d'amour. Donc, ce groupe-là est principalement pour aider les porteurs de projets. Et puis, on constate aussi la consolidation d'un réseau pan-canadien qui adresse ou qui souhaite utiliser le transitoire pour requalifier des espaces vacants, spécifiquement pour le milieu de la culture. Puis en fait, ces impacts ne seraient pas possibles sans des ingrédients vraiment précieux que j'avais vraiment envie de vous partager aujourd'hui, dont la curiosité. Être curieux, créatif, ça va vous permettre parfois de pousser votre idée, puis de briser les plafonds de verre. C'est aussi saisir les opportunités, que ce soit un courriel, un appel téléphonique, une rencontre, une mise en contact, la participation à un événement ou une conférence. Il y a plusieurs possibilités pour vous aider à amener votre idée à un autre niveau. C'est aussi travailler avec une équipe mobilisée, parce que quand on est dans la concrétisation d'une idée, l'innovation, c'est vraiment important d'être entouré avec des gens qui ont les mêmes objectifs que vous pour la réaliser. C'est aussi de collaborer avec des partenaires impliqués, parce que c'est vraiment un investissement ou une vraiment grande preuve de confiance si des partenaires souhaitent vous suivre dans des idées innovantes ou la réalisation de projets qui n'ont jamais été réalisés encore aujourd'hui. Et c'est aussi, très important, interpeller les politiciens et la société civile dans vos projets, parce que justement, au niveau de la sensibilisation, ou si vous voulez changer le système, c'est vraiment une bonne chose de collaborer avec les politiciens et la société civile. Donc, connecter les personnes sans espace
à des espaces sans personne, au final, après l'ensemble de ces stratégies et de ces impacts, c'est quoi le portrait actuellement au Québec de cette nouvelle pratique professionnelle? Et justement, une nouvelle pratique professionnelle sur le territoire québécois. C'est aussi des bâtiments revitalisés qui étaient autrement vacants ou sous-utilisés. C'est des espaces abordables pour des organismes communautaires, culturels ou des entreprises. Puis souvent, c'est des espaces centraux. Et puis, ce qui est vraiment très important, c'est beaucoup plus d'ouverture d'intérêt de la part des professionnels qui développent des projets immobiliers. Donc, on parle de professionnels en urbanisme, en immobilier, en architecture, en développement économique et en patrimoine. Puis au final, l'ensemble de la consécration de cette idée, ça permet de partager ce droit à la ville. Donc, c'est vraiment l'apogée de la réalisation de cette idée. Puis, dans la consécration de cette pratique de l'urbanisme et de l'occupation transitoire, au final, ça nous amène à préserver et réinventer les bâtiments existants. C'est pour ça que, en fait, moi, ce que j'ai envie que vous reteniez dans cette présentation, c'est que agir maintenant, ça ne va pas se faire en 2 jours, ça se fait une étape à la fois, puis c'est correct. Puis à la fin, on peut vraiment avoir un grand impact.